Et m'on rejoint sur ce plateau Yariv Oppenheimer du parti Meretz. Bonjour, vous êtes ancien directeur de la paix maintenant, également présent sur ce plateau Michael Breiseicher, membre du parti Zehut et soutien du Likoud, et toujours avec nous Daniel Haïk. Messieurs, bienvenue sur i24 News. Nous allons débattre évidemment autour de ces résultats, mais avant, j'aimerais qu'on retrouve Ariane Ménage, notre envoyé spécial qui se trouve à Jérusalem. Alors Ariane, rebonjour, vous êtes toujours donc à la commission centrale électorale. Où en est le décompte des voix ? Un décompte des voix qui se poursuit ici ce matin au Parlement israélien. Sont notamment dépouillés les bulletins spéciaux, c'est-à-dire les votes des soldats israéliens qui se sont d'ailleurs répondu présent. Le taux de participation chez les soldats s'élève à 70,7%. C'est plus haut que le taux de participation nationale, et c'est un taux de participation que l'armée israélienne a annoncé ce matin. Les votes des soldats, les votes des diplomates israéliens résidant à l'étranger sont donc comptés ici aujourd'hui. Il reste donc quelques voix à dépouiller, ces quelques voix qui pourraient influencer les résultats du scrutin, puisque selon les derniers sondages, les deux plus grandes formations, le Parti bleu-blanc et le Likoud, sont toujours à coude crédités de 32 sièges chacun. Si l'un de ces partis reçoit un siège en plus avec ces dernières voix, cela rendra peut-être la tâche plus facile au président israélien Reuven Rivlin, qui est chargé de désigner celui qui devra former une coalition majoritaire. Merci beaucoup Ariane Ménage pour toutes ces précisions en direct de la Knesset à Jérusalem. Michael Breiseicher, j'aimerais avoir votre avis sur le résultat du Likoud. Le Likoud qui a inspiré votre parti Zehut, et pourtant le résultat n'est pas si élevé que ça. Bon, je vois d'abord pas une grosse différence entre ce scrutin et le précédent. Mon analyse est toute simple. Vous avez deux gros blocs qui représentent 60% de l'électorat qui ont voté sur un axe pour Netanyahou ou contre Netanyahou. Et vous avez le reste qui a voté selon des segments, selon des tribus, que ce soit les Arabes, que ce soit les religieux. Donc c'est un peu ce qu'il y a eu. Disons, il y avait peu de choix et peu de partis à gauche et à droite des gros partis. Oui, mais le Likoud s'est affaibli, si on doit le comparer. Disons, le Likoud ne s'est pas forcément affaibli. Il faut voir, ils ont aujourd'hui, pour l'instant, 32 mandats, ils risquent d'en avoir un peu plus. Il n'y aura pas une différence significative avec ce que le Likoud ou Carole Lavin ont eu au précédent scrutin. Par contre, ce qui est certain, c'est que ce qu'on appelle le bloc de droite n'aura pas une majorité tels qu'ils ont eu il y a quelques mois, pour différentes raisons. Effectivement. Il y a quelques mois, il y avait Avigdor Lieberman qui faisait partie de ce bloc de droite. Aujourd'hui, ça a changé. Avigdor Lieberman est au milieu. On ne sait pas exactement où il va se situer. Yariv Oppenheimer, vous êtes donc membre du parti Meretz et ancien directeur de la paix. Maintenant, votre avis sur ces résultats, notamment du camp démocratique? Tout d'abord, la chose la plus intéressante de ce scrutin, c'est qui va être le prochain Premier ministre. Et selon la carte politique qui se dessine, Netanyahou ne peut pas être Premier ministre, puisqu'il y a plus de 61 députés qui s'opposent à Netanyahou si on inclut Avigdor Lieberman. Et c'est cela la conclusion la plus importante, la plus spectaculaire. Netanyahou, le Likoud, essaye d'être ambigu, de dire peut-être qu'il pourra y avoir un roulement, à mon avis, et ça n'est pas seulement un wishful thinking, ce sont des estimations qui se basent sur ce qui s'est passé la fois précédente. Netanyahou ne pourra pas former le prochain gouvernement, et c'est cela l'événement important de cette soirée. Et la question des blocs, eh bien, on voit que la politique israélienne change, on voit que Kahlon a rejoint le Likoud, ça n'a pas aidé le Likoud, Zehut a essayé aussi, ça n'a pas aidé le Likoud, et on a un Likoud relativement restreint, même par rapport aux résultats des élections d'il y a quelques mois, et toutes les forces de droite ont passé le seuil minimal. Malgré tout, le bloc de droite a baissé, et on a aussi une montée très importante de la force des électeurs arabes, une force politique qui peut-être leur permettra d'entrer au centre du paysage politique et peut-être cesser de cette position où ils ne sont pas considérés importants, parce que Netanyahou, s'il se trouve dans la position dans laquelle il se trouve aujourd'hui, c'est grâce à le renforcement des voix légitimes de la communauté arabe. Daniel Haïk, ah oui, une réaction, oui. Je voudrais préciser que, premièrement, ce n'est pas impossible que Netanyahou soit le prochain Premier ministre. Il y a quand même plus de chances que Gantz. Il ne peut pas le faire seul comme précédemment. Mais Gantz aussi n'a pas une majorité. Effectivement, ce sera Reuven Rivlin, le président, de décider. Mais sauf que Benjamin Netanyahou a déjà échoué dans l'exercice.
Oui, et disons il a échoué, il va devoir, et aussi Benny Gantz, trouver un arrangement pour... déjà, quand vous entendez les discours, il parle d'un gouvernement sioniste, il n'exclut personne. Aussi Benny Gantz, ce matin, n'exclut pas, comme par le passé, de s'asseoir avec le Likoud, y compris Netanyahou aujourd'hui. Le Likoud sans Benjamin Netanyahu pas depuis les élections. D'accord. Oui. Moi, je voulais revenir un peu sur ce qui s'est passé à gauche, parce que c'est tout à fait intéressant ce qui est arrivé aux deux petits partis de la gauche, c'est-à-dire l'Union démocrate d'un côté et le Parti travailliste de l'autre. Je dirais que pour comparer avec ce que l'on disait tout à l'heure sur les partis arabes, quelque part il y a eu des frayeurs. Je suppose qu'on a dû très mal dormir, ou en tout cas avoir passé une journée difficile dans les deux partis, de ces deux petits partis, de crainte de ne pas passer le seuil d'éligibilité. C'est un peu ce qu'ont vécu les partis arabes. Je vous coupe un instant juste pour préciser qu'on voit donc les images de Benny Gantz devant sa résidence à Rosh Haïn. On n'a pas le son, donc je vous en prie, continuez. Et donc, quelque part, c'est un peu ce qui s'est passé la dernière fois avec les partis arabes, parce que le parti Balad était à deux doigts de ne pas passer le seuil d'éligibilité, et la représentation des Arabes aurait été totalement différente dans la précédente Knesset. Là aussi, quelque part, ce qui s'est produit à gauche du parti bleu-blanc, eh bien, c'est que deux formations n'ont pas réussi à s'unir, alors que, grosso modo, on peut dire qu'elles avaient un message qui était globalement, même sur le plan idéologique, assez semblable. Et cela, il faut bien avouer que c'est beaucoup Amir Peretz qui n'a pas voulu jouer le jeu dans le cas précis, et ça a failli coûter cher, on va dire, à la gauche israélienne, en tout cas la gauche idéologique israélienne. Le parti Meretz ou le parti travailliste à tour de rôle au cours des derniers jours n'était pas tout à fait certain de passer le seuil d'éligibilité. Il y a eu cette opération de siphonnage de bleu-blanc, y compris de Benny Gantz qui s'est positionné. Benny Gantz, regardez, voilà. on voit ces images en direct. Hein. Donc, parce que Benny Gantz avait un message de gauche au cours des 2 derniers jours de la campagne électorale. Hein. C'est-à-dire, c'était un message qui était destiné à piocher des voix. De cette voiture qu'on voit, qui essaye de passer, qui a du mal, vu le nombre de journalistes qui sont devant la résidence donc de la tête de liste de la liste bleu-blanc. Benny Gantz, qu'on aperçoit, qu'on devine dans cette voiture aux vitres teintées. On n'a pas besoin de deviner. Oui, mais qui visiblement ne veut pas s'exprimer. On peut s'en étonner, donc qui ne. Non, on ne va pas s'étonner que Benny Gantz ne veuille pas s'exprimer. Il ne s'est pas beaucoup exprimé pendant ces 2 campagnes électorales, et il n'a pas beaucoup parlé. Et quelque part, c'est ce qui a fait sa force et qui lui a permis peut-être de se hisser au poste où il se trouve actuellement. C'est-à-dire que et ça, c'est en soi un sujet à évoquer, que Benny Gantz soit arrivé avec en faisant si peu de déclarations, c'est difficile de... Il me semble entendre Benny Gantz s'exprimer. Voilà. Nous allons entendre encore 2 jours. Nous souhaitons un gouvernement d'union et nous attendons que les choses se calment un petit peu et nous allons continuer. Nous parlerons un peu plus tard, mes amis. Donc oui, prise de parole extrêmement courte. Gouvernement d'union, on le savait déjà. Un gouvernement. Benny Gantz, c'est l'anti-Netanyahou. Il faut bien. Effectivement, il parle beaucoup moins, contrairement à Benjamin Netanyahu. Yariv Oppenheimer, donc un gouvernement d'union nationale avec donc l'union démocratique. Avec un gouvernement d'union nationale avec... התנועה הדמוקרטית תיכנס לממשלת אחדות? אין ספק שהמחנה הדמוקרטי מאוד מעוניין להיכנס לממשלת אחדות, סליחה, לממשלה, אבל השאלה היא מה קווי היסוד של הממשלה. האם זאת ממשלת אחדות שלוקחת ממשלה כיוון? Est-ce que c'est un gouvernement national qui change de cap et qu'on le voit dans la plateforme de ce gouvernement, ou va-t-il s'agir d'un gouvernement de droite qui va juste se définir comme un gouvernement d'union? Nous savons que Benny Gantz est limité dans sa capacité à former un gouvernement de centre-gauche, mais si on a un gouvernement qui change, qui répare le cap décidé par Netanyahou, un cap qui va très à droite, notamment dans les relations, dans la définition des relations entre nous et les Arabes, les Palestiniens, les questions qui concernent le statut de la communauté arabe, des institutions démocratiques, des institutions juridiques, les changements qu'il y a eu ces dernières années. Si nous voyons que nous pouvons avoir de l'influence, si nous pouvons influer sur les axes de ce gouvernement, le but de n'importe quel parti, c'est de faire partie de la coalition et non d'être dans l'opposition. Bien sûr, cela va être compliqué. Et une des raisons pour lesquelles Amir Peretz a choisi de ne pas coopérer avec Meretz, c'était notamment parce qu'il ne
qui voulait être capable d'entrer dans un gouvernement de manière indépendante. Il ne voulait pas avoir avec lui Meretz et la gauche, il voulait être libre de pouvoir décider d'entrer ou non dans un gouvernement. Il ne voulait pas être lié à d'autres partis dans le cadre de cette décision. Et pour l'instant, les pourparlers pour la formation d'une coalition, si on a de ces pourparlers, eh bien la gauche est divisée dans plusieurs partis et pas réunie dans un grand parti qui aurait pu avoir beaucoup de force. C'est une décision regrettable de M. Peretz, à mon avis. Mais si on a une coalition qui est une coalition de droite, avec Lieberman et Likoud qui sont les principaux pôles de cette coalition, peut-être nous faudra-t-il, malgré, même si Netanyahou ne fait pas partie de ce gouvernement, nous ne pourrons pas participer si c'est véritablement une coalition de droite avec un ordre du jour qui est semblable à celui de Netanyahou. Et donc vous affaibliriez le bloc de centre-gauche au profit donc peut-être d'un bloc de droite. Disons que je ne pense pas que ce soit vraiment une analyse. L'analyse de Yariv aurait été juste si, par exemple, Gantz avait eu 4-5 mandats de plus que le Likoud. Alors, pour ne pas devoir s'asseoir avec Netanyahou, il aurait certainement tourné, on va dire, à gauche. Il ne faut pas oublier que aussi le parti Carole Lavagn ne se revendique pas un parti de gauche, il se revendique un parti centriste. Aussi, je disais justement qu'au cours des 2 derniers jours, pour essayer d'affaiblir le camp démocrate et le parti travailliste, il s'est présenté comme un parti de gauche. Benny Gantz, dans les derniers jours, pour attirer des voix. Mais ce que je voudrais quand même préciser, c'est que quand vous regardez Carole Lavagn, en fait, compte, vous avez 3 partis bien différents, dont le seul point commun était de destituer Netanyahou. Quand vous regardez aussi les gens qui composent Carole Lavagn, vous avez des chefs d'état-major, vous avez des gens qui étaient très très proches de Netanyahou, qui étaient ses conseillers, qui ont un problème personnel avec Netanyahou, mais des gens qu'on ne peut pas considérer de gauche. Même Lieberman dit qu'il n'est pas de gauche. Donc un gouvernement Gantz avec les 2 petits partis de gauche et les Arabes me semble peu vraisemblable, surtout dans le cas que si vous regardez que même en les prenant tous, ils n'atteindrait pas les 61 nécessaires. Il faut garder à l'esprit qu'il y a 2 étapes. D'abord, il faut être désigné par le président et ensuite, pour cela, il faut le soutien du Parti travailliste, du camp démocratique et peut-être des partis arabes s'il veut vraiment être désigné. Et il n'est pas impossible qu'il y ait des pourparlers qui commencent par les recommandations des partis qui se poursuivent vers une coalition. La volonté de bleu-blanc de recevoir une désignation de la gauche et de se tourner vers les autres partis, ça c'est problématique. Et je ne suis pas certain que l'analyse selon laquelle Gantz va tout de suite aller se tourner vers la droite et abandonner la gauche est juste. Hier soir, il a téléphoné à Amir Peretz, il a téléphoné à Nitzan Horowitz, à Ayman Odeh. Dans son idéologie, Gantz essaye de créer un plan qui soit inclusif. Et bien sûr, en fin de compte, en politique, il faut choisir ses partenaires en fonction de la politique que l'on veut mener. Et je ne suis pas convaincu, et peut-être que je suis très optimiste, je ne suis pas convaincu qu'il va se tourner immédiatement vers la droite et dire je vais faire un gouvernement de Netanyahou sans Netanyahou. Je pense qu'il veut véritablement instaurer un changement, pas seulement de personnes, et même au sein de la droite de bleu-blanc, il y a un consensus sur le besoin de préserver les institutions, de lutter contre le racisme. Il y a des gens de droite qui ne pourraient pas être au Likoud aujourd'hui, des gens qui ont à l'esprit le bien-être de l'État et pas des gens extrêmes qu'on en voit au Likoud. Alors messieurs, je vous propose de retrouver maintenant notre envoyé spécial Sandy Fortis qui est à Tel Aviv. Sandy, bonjour, alors vous êtes déplacé, vous êtes maintenant devant le chouk de Tel Aviv. Alors est-ce que les gens parlent beaucoup de cette élection sur place ? Alors déjà, le quartier a commencé à se réanimer un petit peu vers 9h du matin parce que les Israéliens semblent avoir du mal à se remettre de cette journée d'élection, cette longue journée d'élection qui a commencé dès 7h du matin hier avec l'ouverture des bureaux de poste, des bureaux de vote qui ont été fermés à 22h seulement. Et c'est là qu'on a eu les premières estimations de ces élections. Des Israéliens ont ensuite attendu impatiemment les discours des différents dirigeants des partis et certains se sont exprimés très tard dans la nuit
nuit, comme Benny Gantz après 2h du matin, ou encore Benjamin Netanyahou qui n'a parlé qu'après 3h du matin. Alors ici, on sent que l'ambiance est quand même assez mitigée. Les résidents de Tel Aviv semblent vouloir rester quand même assez sur leur garde. En avril, ils s'étaient couchés avec un sentiment de victoire et l'euphorie pour cette préposée victoire de Benny Gantz. Et au final, ils sont réveillés le lendemain matin avec Benjamin Netanyahou de nouveau en tête. Donc cette fois, ils préfèrent attendre les résultats définitifs avant de se prononcer sur cette deuxième élection de 2019. Merci beaucoup, Sandy Fortiste, en direct de Tel Aviv. Michael Bressaïcher, j'aimerais avoir votre avis dans l'éventualité d'un gouvernement d'union nationale avec le Likoud, avec Bleu-Blanc. Est-ce qu'il ne serait pas temps à Benjamin Netanyahou de céder sa place à un autre chef dans le parti? Ce qu'il est incontestable, il y a eu des dirigeants, des premiers ministres avant Netanyahou, il y en aura après. L'ère Netanyahou se rapproche de la fin. C'est difficile à imaginer tout de même. Il y a une génération d'Israéliens qui sont nés alors que Benjamin Netanyahou était déjà Premier ministre et qui n'ont rien connu d'autre que Benjamin Netanyahou en tant que Premier ministre. Alors c'est peut-être difficile pour certains. Ce qu'il faut quand même constater, c'est que ces derniers mois, on peut parler de derniers mois parce qu'il y a eu 2 scrutins, la question c'était pour ou contre Netanyahou. C'est devenu une affaire personnelle et pas une question d'idéologie. Parce que même quand vous regardez... au niveau des idées entre Carole Lavan et le Likoud, il n'y a pas de grosses différences. Je ne parle pas des gens qui ont des idées à gauche ou à droite, mais ces partis-là pourraient très bien s'asseoir ensemble. Ils étaient d'ailleurs ensemble. Il y a un problème qui s'appelle Netanyahou, et beaucoup de gens d'Israéliens ne veulent plus de Netanyahou. C'est pour ça que Carole Lavan a eu le score qu'il a eu. Vous pensez que c'est la seule raison du score de Carole Lavan parce que les gens ne veulent plus? Je ne dirais pas la seule, mais c'est certainement un effet de ras-le-bol de Netanyahou. Et c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'encore une fois, Gantz n'a pas gagné, mais Netanyahou a perdu des plumes et tout. Mais Gantz ne pourra pas faire de gouvernement sans Netanyahou. C'est ça qui rend les gens très mitigés. Et en même temps, il faut préciser que même si effectivement pour certains il y a un ras-le-bol de Netanyahou, en même temps au sein du Likoud, même si à l'intérieur du Likoud, même si dans la direction du Likoud, parmi les ministres du gouvernement, il y en a certains qui aimeraient bien prendre la place de Benjamin Netanyahou, eh bien la tradition à droite, c'est que l'on préserve le leader malgré tout. On ne destitue pas un leader à droite. Regardez, le Likoud a été créé par Ariel Sharon en 73. C'est-à-dire depuis maintenant près de 73, ça nous fait 42 ans. Eh bien, non plus, 46 ans. 46 ans, eh bien, le Likoud a eu 4 leaders. Menachem Begin, Yitzhak Shamir, Ariel Sharon et Benjamin Netanyahou. 4 leaders en 47 ans, c'est extrêmement peu, alors que le Parti travailliste, par exemple, dévore ses leaders quasiment tous les ans. Eh bien, il n'y a pas cette tradition. Et donc, quelque part, si Benjamin Netanyahou ne devait pas être le prochain Premier ministre d'Israël, eh bien, quelque part, le départ de Benjamin Netanyahou se fera, il faudra trouver le breaking point, c'est-à-dire le moment où, au sein du Likoud, les responsables du Likoud considéreront que Netanyahou, qui était un bien précieux pour le Likoud, pour la droite, eh bien, devient une sorte de fardeau, et à ce moment-là, ils l'abandonneront. C'est cruel comme ça. Aujourd'hui, moi qui ne suis plus au Likoud, je peux me permettre de le dire, c'est que Netanyahou, avec toutes les imperfections et tous les mots et tout ce qui s'est passé lors des élections, le Likoud est quand même le seul parti, on va dire, démocratique, peut-être imparfait, mais avec une démocratie. Vous regardez de l'autre côté, les gens, les listes n'ont pas été élus. Il y a d'autres partis démocratiques. Mais en ce qui concerne Netanyahou, il faut garder à l'esprit que Netanyahou, pour rester au pouvoir pendant tant de temps, il a été de plus en plus à droite. Et il est devenu même le défendeur des kahanistes. Et il est allé de plus en plus à droite. Il a presque... il s'est éloigné du consensus israélien et il s'est mis à s'adresser uniquement à la moitié de la population, seulement à ses soutiens. En général, quand quelqu'un est élu, il essaye de réunir des voix, d'aller plus au centre, d'apaiser la situation. Eh bien, Netanyahou est devenu le chef d'un camp d'extrême droite. Et pour beaucoup de gens qui sont au centre et qui pourraient voter pour Netanyahou, on finit par dire qu'ils ne veulent pas de cette chose-là. Et cette course à droite de Netanyahou a éloigné des gens de droite
qui avaient voté pour lui les fois précédentes et qui ont dit ça y est, il a passé, il a exagéré. Un leader nationaliste, on va dire plus ferme, surtout en période électorale. C'est pas pour rien que c'est la semaine dernière, à quelques jours des élections, qu'il a parlé d'annexer ou d'imposer la souveraineté sur la vallée du Jourdain. C'est surtout en période électorale. Demandez aux habitants des implantations de Judée et de Samarie, ils vous diront que pendant les mandats de Binyamin Netanyahou, on n'a pas beaucoup construit d'implantations en Judée et Samarie. Je voudrais répondre à Yariv. Je voudrais répondre à Yariv. Comme Gantz s'est adressé aux gens de gauche 2 jours avant les élections, Netanyahou, en parole, a un discours très virulent de droite, mais les gens qui sont vraiment de droite à l'intérieur du Likoud ou du camp nationaliste reprochent à Netanyahou de justement ne pas faire avancer la souveraineté sur les territoires ou de ne pas avoir vraiment lutté pour faire un changement de la composition des tribunaux et de la haute cour. Donc il n'est pas vraiment... Il y a des gens qui le trouvent trop à droite et d'autres qui le trouvent trop à gauche. Sur le plan sécuritaire, il y a beaucoup de gens à gauche qui adhèrent totalement à la position de Binyamin Netanyahou sur la bande de Gaza. Aussi. Alors, bien sûr, tout dépend du regard qu'on porte. C'est tout à fait subjectif. Mais Netanyahou a promu la loi sur la nation israélienne. Il s'est attaqué à la Cour suprême. Il a eu un ordre du jour très controversé, même à droite. Si on ajoute à cela la corruption et la lutte contre la police et le parquet, tout cela a créé une situation qui fait que Netanyahou donne l'impression d'être le dirigeant uniquement de la droite et non pas de l'ensemble des Israéliens. Et pourquoi Netanyahou a baissé dans l'électorat? C'est parce qu'il n'a pas le centre, les gens qui ont voté pour Kahlon, pour des partis de droite. Il y a un moment, ils ont dit ça y est, il exagère, c'est une campagne qui a l'air très personnelle, l'État c'est moi. Et cette radicalisation dans la manière dont il s'exprime, dans les médias, face aux médias, en fin de compte, ce sont des choses qui ont un effet et qui créent un changement politique. Et à mes yeux, en fin de compte, la question fondamentale sera comme la fois précédente. Nous avons finalement décidé de ne pas céder et d'avoir de nouvelles élections. Les gens au Likoud qui ont peur de Netanyahou aujourd'hui doivent dire des troisièmes élections ce sera une catastrophe. Ils devront demander à Netanyahou de partir ou rejoindre eux-mêmes Gantz pour avoir un gouvernement sans Netanyahou. Il faudra en venir à ce point-là puisque sinon il y aura des troisièmes élections. Je ne pense pas que Gantz acceptera de dire à Netanyahou vous serez Premier ministre et moi je serai ministre. À mon avis ça n'a pas de sens. Pourquoi est-ce qu'on a dû avoir de deuxième élection pour parvenir à un tel résultat? Est-ce envisageable un gouvernement d'union nationale avec Benyamin Netanyahou mais pas au poste de Premier ministre? Je ne pense pas, c'est absolument impossible. Parce que Netanyahou devrait être au moins ministre d'un tel gouvernement et il ne peut pas être ministre parce que la loi ne permet pas à un ministre de continuer à ses fonctions s'il est déjà inculpé ou en procédure d'inculpation. Donc là, il y a un problème juridique qui est incontournable. Impossible que Binyamin Netanyahou soit dans un gouvernement s'il n'est pas Premier ministre. J'aimerais peut-être juste répondre à Yariv ce qu'il a dit. Disons que Netanyahou s'adresse à des électeurs de droite pour une raison toute simple. Netanyahou est un politicien et même un bon politicien jusqu'à présent qui est resté au pouvoir le plus longtemps en Israël et les électeurs sont à droite. Donc il s'adresse aux gens qui lui permettent d'être élu. Le reste, c'est sûr que Netanyahou peut être quelqu'un qui est vu par beaucoup comme exécrable, quelqu'un qui se comporte de façon un peu morale et tout, mais au niveau même de la corruption, il est peut-être moins corrompu que d'autres dirigeants dans le passé comme Weizmann, Pérez ou Ben Eliezer. Il est en tout cas présumé innocent et son procès nous dira si oui ou non il est coupable. Messieurs, j'aimerais vous remercier pour votre présence sur ce plateau. Yariv Oppenheimer, merci beaucoup, et Michael Bresaïcher, merci beaucoup pour votre présence. Merci également à Daniel X. C'est la fin de cette édition consacrée donc aux résultats des élections. On se retrouve de toute façon dans quelques minutes pour continuer de débattre autour des résultats de cette élection législative en Israël.